Je laisse la parole à ça. Première question toujours à des étudiants, et puis ensuite je passe la parole aux autres. S'il y a une question des étudiants, sinon je vais vous passer la parole, Léo. Alors, eh ben c'est très bien. Je vais prendre 1, 2 et 3. Voilà. Alors, et pendant ce temps-là, les étudiants préparent l'autre série de questions. Il y a 1, 2 et puis ici, Léo. Bonsoir. Merci pour votre intervention. C'est une question assez rapide. C'est à propos du réchauffement climatique. Quelles conséquences est-ce que le dérèglement climatique peut avoir pour la primauté américaine à l'avenir? On prend plusieurs ou... Oui, on en prend plusieurs. Vous n'aviez pas une question? Si, bah allez-y, on les prend dans l'ordre. Puis après, Bonsoir, je vous remercie aussi pour votre intervention. Moi, ma question, elle porte en fait sur la part de la dette américaine qui est détenue par la Chine. Alors, j'ai trouvé le chiffre de 17% de la dette souveraine. La question que je me posais, c'est est-ce que ça peut servir d'arme pour la Chine dans sa rivalité avec les États-Unis dans les prochaines années? Léo. Ici. Merci beaucoup. Bruno, j'ai beaucoup aimé votre intervention et ça m'a rappelé ce que vous avez écrit dans un livre, je ne me rappelle plus lequel, dans lequel vous disiez « Quand la Russie s'enrhume, quand la Chine attrape la grippe, l'Amérique ne fait que tousser ». Donc, il y a de la suite dans ce que vous dites et au moins dans les perspectives, vous ne vous trompez pas. Néanmoins, j'ai 2 incidentes et une question. L'incidente, Angela Merkel a dit pour la première fois, il est temps pour l'Allemagne de comprendre que nous ne pouvons plus nous reposer sur l'Europe. La deuxième des choses, et je parle sous votre contrôle, il me semble qu'en ce qui concerne les armes quantiques et les armes véloces, la Chine a pris de l'avance sur les Américains. Maintenant, ma question est la suivante. En matière de géopolitique, comme Henry Kissinger l'avait dit, ce qui compte, c'est « What are we trying to achieve, even if we must pursue it alone? What are we trying to combat, even if we must do it alone ?» Et il disait, je crois que c'était en 1957, dans Foreign Affairs, que de nos jours, la puissance ne se confond pas avec l'influence, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être impuissant pour être influent. Or, on voit que même avec la strategic patience d'Obama en Corée, Trump, et comme vous l'avez dit une fois, il suffit simplement pour capter son attention de lui dire toutes les 3 lignes « Mr. the President ». On ne peut pas dire qu'il ait réussi quoi que ce soit avec la Corée, la situation est pire. Avec l'Iran, son influence, elle est voisine de nulle, voisine de négative. Et là, il vient de se taper avec le deal du siècle, ce que moi j'appelle ce deal était caduc. Merci beaucoup. Alors, presque 3 questions en une. Et Bruno, je te laisse répondre, puis on prendra une 3 questions après. La première question, un sujet intéressant, les conséquences du réchauffement climatique sur la puissance américaine. Alors, il ne me semble pas évident de prime abord que ces conséquences seront plus graves, plus importantes ou moins importantes à l'inverse que pour tout autre pays situé majoritairement en zone tempérée. Il y aura des conséquences si les tendances actuelles se confirment, par exemple pour le Canada, qui seront plus importantes que pour les États-Unis, à mon avis. Pour des régions évidentes, c'est le pergélisol, les forêts, enfin la structure du sol canadien. Il ne me semble pas que pour l'Amérique, des conséquences soient évidentes dans un sens ou dans un autre. Les côtes américaines seront vulnérables, mais comme celles de tout autre pays. J'ai tendance à vous dire qu'il y a une réponse simple dans ces cas-là, c'est que ce sont les pays les plus modernes qui seront toujours les mieux préparés. À population égale, à élévation du niveau de la mer égale, le réchauffement climatique sera beaucoup plus significatif en termes de conséquences pour les villes africaines du golfe de Guinée que pour San Francisco ou Los Angeles. Voilà, ça c'est ma réponse courte. Je n'ai pas vraiment réfléchi au sujet, mais je ne vois pas a priori de raison, sauf si vous aviez un présupposé derrière votre question ou une hypothèse que je serais intéressé à entendre. Peut-être, oui. L'hypothèse, c'est tout simplement qu'il va y avoir une interdépendance mondiale inévitable par rapport au... Oui, en termes l'existence d'un défi commun à l'humanité, historiquement, l'existence d'un défi commun à l'humanité n'emporte pas mécaniquement de conséquences sur l'appétence des États à coopérer.
Voilà. Donc alors, je dirais, a priori pas... Est-ce que je peux te relancer sur ce point? Parce que je me souviens, j'avais été frappé par ça, mais il y a plusieurs années, on n'en était pas dans ce niveau de cristallisation du débat, et je distingue le débat scientifique, en tout cas, de la préoccupation politique. Mais j'avais été très intéressé par une de tes analyses qui disait que, contrairement à ce qu'on pensait, il y avait peu de conflits qui avaient été générés par la problématique du climat, de la sécheresse, etc. Et qu'en revanche, ça avait favorisé les coopérations internationales. D'ailleurs, les premières coopérations internationales sont généralement liées à la gestion des éléments. Oui, alors effectivement, tu as raison, et merci de t'en souvenir. Oui, effectivement, j'ai un peu travaillé le sujet des liens entre conflictualité et changement climatique. Et pour faire simple, je le confirme aujourd'hui, parce que j'ai continué à le faire, les liens de causalité entre réchauffement climatique et accroissement de la conflictualité sont extraordinairement ténus, et je suis vraiment dans l'euphémisme. Il y a même des exemples, mais ça ne concernait pas le réchauffement, mais plutôt des catastrophes naturelles. Il y a même des cas, et je citais notamment l'histoire des conséquences du tsunami indonésien de 2004 sur le sécessionnisme de la province d'Aceh, où effectivement, comme parfois, un choc dans un système rebat les cartes, et effectivement, la rébellion sécessionniste s'en est trouvée. Enfin bon, ça a rebattu les cartes. Alors, ne fait pas dire que le réchauffement climatique pousse nécessairement à la coopération, mais là, c'était plutôt sur l'angle des catastrophes. Effectivement, voilà, ce n'est pas une réponse à ce que vous disiez, mais en tout cas, il arrive qu'effectivement, les catastrophes suscitent des coopérations. Mais regardez ce qui se passe avec le coronavirus. Pendant 2 semaines au moins, la Chine a d'abord raconté n'importe quoi à l'Organisation mondiale de la santé, et ensuite a réussi à persuader l'Organisation mondiale de la santé de surtout ne rien faire. D'après ce que disent, moi j'étais pas dans les réunions, mais c'est ce que disent beaucoup de spécialistes. Et donc, quand vous êtes un acteur puissant au sein d'une organisation internationale, l'acteur puissant, il en fait un peu ce qu'il veut. Je pense à ça parce que ça me semble, c'est pas sans lien avec votre question. Voilà. Non, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que la plupart des grandes villes étant démocrates, les démocrates étant beaucoup plus persuadés par l'importance du réchauffement climatique que les républicains, toutes les grandes villes sont désormais des acteurs de la lutte contre le changement climatique. Ce qui n'est pas négligeable, parce que quand vous êtes une ville comme Chicago, Los Angeles ou San Francisco ou New York, vous avez une puissance économique et même diplomatique tout à fait significative. Alors, sur la dette détenue, les bons du Trésor détenus par la Chine. Bon. Moi, là, j'ai une formule très simple, c'est celle de John Maynard Keynes, qui disait si je dois $100 à mon banquier, c'est lui qui me tient par le bout du nez. Si je dois $1 milliard à mon banquier, c'est moi qui le tiens par le bout du nez. C'est une formule très simple, et encore une fois, j'ai utilisé beaucoup de formules simples, mais elles veulent dire parfois quelque chose, c'est que ça joue dans les deux sens. La question fondamentale, c'est est-ce que l'interdépendance financière, mais aussi économique, est une corde de rappel ou un frein à la conflictualité? Très vieux débat de sciences politiques, je suis sûr qu'un certain nombre d'étudiants ou de professeurs ici connaissent le sujet beaucoup mieux que moi. Très vieux débat. Je crois que ce qui me semble important, c'est que du point de vue du pouvoir chinois aujourd'hui, il y a certains intérêts qui vont encore au-delà du bien-être financier de l'économie chinoise. Si Taïwan est en jeu, plus rien ne compte. Parce que Taïwan, c'est le cœur de la légitimité des dirigeants chinois. Donc voilà, est-ce que le jour où il y a une vraie crise, dans quelle mesure serons-nous dans un débat rationnel ou pas? Ce que je sais, c'est que tout le monde souffrira s'il y a une vraie crise américano-chinoise. Voilà. Mais en tout cas, je ne verrai pas ça comme une arme financière entre les mains de Pékin. Ça me semble beaucoup plus complexe et, comme je le disais, en partie réversible. Alors, ce n'est pas moi qui ai prononcé la phrase quand la Russie s'enrhume, l'Amérique tous. Je l'ai oublié parce que... Oui, écoutez, c'est possible, je ne m'en souviens pas. Voilà, on verra. Mais c'est une jolie formule. C'est une jolie formule que j'aurais pu reprendre. Je la note d'ailleurs parce que... Bon alors, Crashotti, doucement. Lorsqu'Angela Merkel dit... Alors attention, ce qu'elle dit est très précis.
elle dit 2 fois depuis l'élection de Trump, au moins 2 fois, pardon, mais au moins 2 fois publiquement, nous ne devrions plus nous fier exclusivement, nous reposer uniquement sur l'Amérique. Elle ne dit pas nous ne devons plus nous reposer sur l'Amérique, nous fier exclusivement sur l'Amérique. C'est une avancée quand un chancelier allemand dit quelque chose comme ça 2 ou 3 fois de suite. Mais est-ce que l'Allemagne en tire des conclusions opérationnelles? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a des choses qui changent dans le débat allemand, puisqu'on parlait tout à l'heure de la question nucléaire européenne. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en Allemagne, il y a bien davantage de responsables politiques, de journalistes ou d'experts qui sont prêts à aborder, à parler de cette question et à voir ce que peut proposer la France, que c'était le cas il y a 10 ans. Il y a un changement, il est lent et il ne conduit pas encore l'Allemagne à être une force de proposition dans ce domaine. Je crois que l'Allemagne reste quand même plutôt derrière la France dans ce domaine-là, comme elle l'a souvent fait. Sur les succès et les échecs de l'Amérique, oui, que vous dire? Oui, Corée du Nord, ça c'est évidemment... Il faut toujours mesurer la réussite d'un objectif à l'aune de ce qu'on s'est donné comme objectif. Hein. Par exemple, quand on dit l'échec américain en Afghanistan, non, ce n'est pas un échec. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de s'assurer que l'Afghanistan ne puisse pas être une base de nouveau pour un réseau de type Al-Qaïda. Le problème de l'Afghanistan, c'est pas ça. C'est que le coût-efficacité de l'intervention est phénoménalement disproportionné. C'est ça le problème. Si vous allez, moi, je ne suis pas un spécialiste du pays, mais j'ai passé quelques jours à Kaboul il y a 2 ans. Je n'ai pas trouvé un Afghan pour dire nous regrettons que l'Amérique soit intervenue et que vous, la communauté internationale, soit intervenue. Donc, pardon, je digresse, mais je parle des échecs, on parle des échecs et des succès de l'Amérique. Oui, Trump a à peu près tout raté dans les grands chantiers internationaux, dans la gestion des crises, c'est vrai, mais le problème, c'est que en même temps, il nous empêche, il ne nous donne pas la possibilité à d'autres acteurs, dont nous, les Européens, de s'impliquer davantage. Donc c'est un premier problème. Et deuxièmement, l'électeur de Trump s'en fiche complètement. De toute façon, moi, sur la Corée du Nord, j'ai dit très vite, la seule chose qui sera importante pour lui, c'est de montrer la photo. J'ai fait quelque chose, c'est la photo des 2 sommets avec Kim Jong-un. J'ai fait ce qu'aucun président américain n'avait fait. J'ai brisé un tabou. Ensuite, ensuite avec l'assassinat de Qassem Soleimani, du général iranien, moi je vous fais déjà le clip de campagne pour les Républicains. Vous allez le voir, ce clip, je suis sûr. Barack Obama, bon d'accord, il avait fait tuer Osama Ben Laden. Ben Laden, il était caché, il était à la retraite. Moi, je vous ai débarrassé des 2 terroristes les plus recherchés par l'Amérique. Enfin, il va le présenter comme ça, mais 2 chefs terroristes, Abu Bakr al-Baghdadi, Qassem Soleimani, c'est moi qui les ai dégommés. Voilà ce qu'il va dire. Et le message, ça tient en 3 phrases, ça va être d'une efficacité redoutable. C'est comme ça. Alors, enfin, sur la compétition américano-chinoise dans les domaines un peu plus nouveaux, alors les armes quantiques, cher Léo, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je connais le calcul quantique, mais les armes quantiques... Alors, c'est un domaine qui, d'après ce que j'en comprends, est très différent et d'ailleurs infiniment plus complexe et potentiellement plus révolutionnaire de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, enfin au sens courant. Je ne connais pas exactement la nature des progrès chinois dans ce domaine. Tout le monde cherche, tout le monde veut produire des qubits. Je ne sais pas qui, des Russes, des Canadiens, voilà, mais voilà, exactement. Des Chinois, des Américains. Il me semble pas, sous le contrôle des spécialistes, qu'il y a un État qui soit beaucoup plus avancé que les autres. Et puis les armes hypervéloces, les systèmes hypervéloces, tout le monde en fait. La Chine sera dedans, la France aussi. Il y aura 4 ou 5 États qui seront dedans. Voilà, est-ce que ça donne... Oui, l'hypervélocité, ça va devenir la norme des pays qui veulent être des grandes puissances militaires. Ça ne veut pas dire que la Chine ou même l'Amérique va développer très rapidement des arsenaux de centaines de systèmes hypersoniques. Voilà. Non, là où vous avez raison, c'est que sur le quantique, celui qui maîtrisera la révolution quantique aura de facto un avantage sur tous les autres immédiats.
Sur l'hypervélocité, tu les as cités, on est en réalité dans un mouchoir de concurrence où l'accès à la technologie est ouvert, y compris pour les Européens et notamment pour les Français, quoi. Les Britanniques pourraient faire ce choix s'ils le désiraient, mais les grandes puissances sont tous déjà sur des essais. Alors, deuxième série de questions, il y a 2 étudiants, et puis je vous ai vu, monsieur, mais il y a monsieur là-haut qui avait levé la main, vous l'aurez donc après. Alors, ici, là, au 2e et 3e rang, les 2 étudiants, et ensuite monsieur là-haut. Sauf si tu prends 4 questions. Comme tu veux. Non, c'est plus facile, 3 questions. Allez-y. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Je voulais vous demander si vous ne pensez pas que le rapport entre la Chine et les États-Unis peut s'inverser en raison des relations sud-sud. Je pense notamment aux investissements chinois en Afrique ou aux nouvelles routes de la soie. Et vous avez beaucoup parlé du poids démographique, mais il se trouve justement que ces pays vont être amenés à peser de plus en plus à ce niveau-là. Et donc la Chine se profile quand même comme étant leurs principaux, ou en tout cas leurs principaux partenaires économiques à venir. Donc je me demande si ça ne pourrait pas justement rebattre les cartes par rapport à la domination américaine. Merci. Passez à votre camarade devant. Merci. Bonjour, merci pour cette intervention. C'était exactement la question que je voulais poser. Il y a de plus en plus de pays, vous avez parlé de beaucoup de pays qui sont dépendants militairement des États-Unis, mais aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de pays qui sont dépendants économiquement de la Chine, et l'exemple des pays africains est quand même un très bon exemple. Merci. Monsieur là-haut. J'ai beaucoup aimé, Monsieur Tertrais, votre intervention. J'ai regretté qu'il n'y ait pas une courbe de la démographie en Afrique. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit concernant l'Afghanistan. Quelle est la cohérence dans la politique américaine entre leur comportement en Afghanistan et le retrait de leurs moyens de renseignement auxquels ils procèdent actuellement au Sahel? La France, avec des moyens limités, vient d'augmenter de 10% ses effectifs au Sahel pour contenir le terrorisme. Pendant ce temps-là, les Américains se retirent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu de coordination entre les uns et les autres, ou alors quelle est la raison profonde de ce dégagement? Merci, monsieur. Je vous promets, vous aurez la parole en premier après. Alors, Bruno. Oui, je peux parler de compétition géostratégique au sens le plus allemand du terme, c'est-à-dire de la Belt and Road Initiative, des routes qu'on appelait à une époque les routes de la soie, qui sont au cœur du projet chinois aujourd'hui. C'est vrai que cela crée un réseau, non pas d'alliés au sens militaire du terme, mais un réseau d'amitié et de liens qui, d'une certaine manière, est la manière chinoise de développer son propre réseau international. Seulement, la BRI, quand on regarde dans les faits ce qui se passe, ce qui s'y fait, et sous le contrôle d'Aaron Friedberg, qui en parlera certainement la semaine prochaine aussi, il y a quand même, d'abord, il y a beaucoup de projets qui n'existent que sur le papier, qui sont sous-financés. Il y a énormément de réactions des élites des pays concernés qui se rendent compte que ça peut être un piège qui les fait rentrer dans le piège de la dette. Et puis, dans tous les pays où la Chine investit massivement, il y a aussi des réactions sociétales. Pourquoi? Parce qu'au début, les Chinois sont très bien accueillis. Très bien accueillis parce que c'est des jobs, et deux, on vous pose pas de questions. C'est des jobs on ne pose pas de questions ennuyeuses sur les droits de l'homme et la démocratie. Donc au début, c'est formidable. Le problème, c'est que les Chinois vivent en autarcie totale, se comportent souvent très mal avec les populations, et j'ai quelques exemples en tête, notamment en Asie centrale ou en Afrique. Et donc cette présence n'est pas... et qu'il ne suffit pas d'ouvrir un institut Confucius dans le pays concerné pour se faire bien voir des populations locales. Donc je suis pour l'instant très neutre, voire sceptique, mais c'est un scepticisme de, disons, wait and see. Je suis très attentiste sur la capacité de la Chine à transformer le projet BRI en un véritable outil d'influence pérenne et global. Quant au poids démographique, attention, la citation que j'ai utilisée en exergue du bouquin présenté par Louis, évidemment, elle est très facile, mais le poids démographique en lui-même ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas parce que la démographie africaine est effectivement d'un grand intérêt. Je n'en ai pas parlé, monsieur, parce que ce n'est pas le sujet du jour. Si vous m'invitez pour une conférence sur la démographie,
j'en parlerai énormément. Mais ce n'est pas parce que l'Afrique va grandir en importance relative par rapport au reste du monde, puisque ça va, dans la deuxième partie du siècle, ça va être la seule région du monde en croissance, que ça lui donne nécessairement plus de poids ou de pouvoir. Ce qui compte dans le pouvoir et dans la capacité du nombre à susciter le développement, c'est la forme de la pyramide des âges. Voilà. C'est pour bénéficier de ce que les démographes appellent d'un bonus démographique dont la Chine a largement bénéficié. Il faut que la pyramide des âges ait une certaine forme. Et puis, quand vous avez ce bonus démographique, c'est-à-dire quand vous avez en gros un nombre significatif de jeunes en âge de travailler et pas trop de retraite à financer, ça, c'est la fenêtre d'opportunité démographique. Il faut que les infrastructures et les investissements soient à même d'exploiter au maximum ce bonus. C'est ce qui s'est passé en Asie de l'Est, c'est ce qui se passe dans d'autres pays du monde, et c'est ce que, dans l'idéal, ce dont l'Afrique devrait bénéficier. Certains pays d'Afrique en bénéficient, pour d'autres, ça sera plus compliqué. Je m'éloigne. Afghanistan versus Sahel. Très bonne question. Alors d'abord, ne cherchez pas aujourd'hui une cohérence parfaite dans la politique américaine. C'est encore plus difficile que d'habitude. La réduction envisagée des moyens au Sahel, elle est tout simplement liée au fait que les États-Unis, qui ont des moyens partout dans le monde, n'ont quand même pas des moyens illimités, estiment qu'il faudrait rebasculer certains de ces moyens ailleurs. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que, encore une fois, c'est quelque chose que la France a appris quasiment par hasard. Ce n'est pas par un tweet de Trump. Mais là, pour le coup, on apprend quasiment par la presse que le Pentagone, ce n'est pas Trump, le Pentagone envisage de réduire les moyens qui nous sont effectivement très importants, les moyens de surveillance et de transport. On est dépendant, les drones américains et les moyens de transport américains nous sont très utiles. Panique à Paris. C'est la panique à Paris depuis un mois. Voilà, sur ce sujet. On essaye par tous les moyens de montrer au Pentagone que c'est très important pour l'avenir de la coopération franco-américaine. Je ne crois pas que les décisions aient été prises à Washington. Si elles l'ont été, je ne sais pas. Tu ne penses pas que parce que ça vient quand même souligner, je dirais, la fragilité de la posture française en Afrique à un moment Absolument. où quand même l'opération apparaît difficile, engagée dans la durée, etc. Donc, par rapport à d'autres débats, est-ce que tout ça ne vient pas miroiter avec voilà, la France qui veut organiser une autonomie stratégique, etc., et qui sera incapable de... Oui, d'une certaine manière... Est-ce qu'il n'y a pas une petite leçon un peu... Tout à fait. Coup de patte derrière l'oreille, quoi. Si, tout à fait. D'un côté, on pourrait dire, si j'étais diplomate, je verrais le bon côté des choses, c'est-à-dire ça prouve bien que la France a raison. D'abord, il faut toujours commencer comme ça, puis après on trouve l'argument. Mais ça prouve bien que la France a raison de dire que l'Amérique n'est pas un allié fiable. Mais en même temps, ça révèle toutes nos propres faiblesses et fragilités. On ne peut pas dire à la fois l'opération au Sahel qui mobilise énormément de monde et qui est centrale aujourd'hui pour la posture de défense française est une opération pour laquelle on a ce degré de dépendance. On pourrait la faire sans les États-Unis, bien sûr, mais ça serait plus risqué et moins efficace. Donc c'est vrai. Est-ce que ça conduit à un sursaut européen? Pour l'instant, non. Donc c'est vrai, c'est un révélateur à la fois de la validité de notre raisonnement stratégique et des faiblesses européennes dans certains domaines clés, et notamment du retard, là encore tu sais ça mieux que moi, mais du retard qu'on peut avoir par rapport à nos propres ambitions. Quand on parle de retard, ce n'est pas une course, j'ai employé d'ailleurs la métaphore du lièvre et de la tortue, mais d'habitude, ce n'est pas des courses... La notion de retard en soi ne veut rien dire. Retard par rapport à quoi? En l'espèce, je dirais que c'est un retard par rapport à nos propres ambitions affichées. Alors, monsieur, alors j'essaie de voir les trois dernières interventions, donc je les distribue aux premières mains levées. Monsieur, vous l'avez... Ah, alors, voilà, monsieur, mademoiselle là-haut, et puis ensuite, monsieur, vous levez la main timidement, c'est-à-dire que vous vous affirmez davantage. Autrement, il y aura monsieur là-haut qui la lève très fortement. Alors, mademoiselle. Pardon. Madame.
Merci monsieur pour votre intervention. J'avais une question sur l'espace, sur la place que prend l'espace dans la puissance américaine aujourd'hui et sur ce qu'il représente potentiellement dans le match du siècle, enfin le match avec la Chine que vous avez décrit. Merci. Très bonne question, merci, j'ai failli la poser. Alors à vous. Je voulais revenir une seconde à la Corée, où j'étais ambassadeur il y a quelque temps. Par-delà la photo que vous avez évoquée, ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose d'assez désastreux? On voit d'un côté le leader nord-coréen renforcé après 3 rencontres au sommet, et de l'autre côté, tous les alliés des États-Unis, Corée du Sud, Japon, et alliés dans l'Asie-Pacifique, qui sont de plus en plus interrogatifs. Merci pour cette question, monsieur. Alors, si vous la faites suffisamment courte, je pourrais aussi poser, Merci, vous passer la parole là-haut. Monsieur, on observe de plus en plus de cas d'application de l'exterritorialité, l'application de l'exterritorialité des lois américaines dans nos pays. Est-ce que vous estimez qu'à un certain degré, on puisse observer une certaine résistance de ces pays et lesquels? Merci beaucoup. Monsieur, et vous aurez la dernière question comme ça. Donc l'espace, la Corée, l'extraterritorialité et monsieur... Merci beaucoup. Et une question beaucoup plus terre-à-terre. Quelques mots peut-être sur le terrain des terres rares, des minéraux stratégiques, sur lesquels la Chine semble plus dynamique que les États-Unis et même l'Europe. Bien. Alors, merci. Sur l'espace, je vais être assez rapide parce que je vous avouerai que c'est un sujet que je maîtrise un petit peu moins bien que d'autres. Je vais devoir vous décevoir un peu, mais je dirais 2 choses. Premièrement, ce qui est extrêmement frappant quand même, parce que peu de gens l'avaient prévu il y a 20 ans, c'est que des entrepreneurs privés soient en train de prendre la place. Je regarde Isabelle Sourbès, parce que si je dis une bêtise, c'est la grande spécialiste. Moi, je crois, sous ton contrôle, qu'il y a 20 ans, on ne pensait pas que les acteurs privés auraient pris une telle place dans des programmes qui aujourd'hui font concurrence au programme officiel. Et j'avoue que moi, quand j'ai vu la première fusée se poser sur une barge en mer, je ne sais plus si c'était Bezos ou c'était... Ouais, c'était le second spécialiste. La première fusée se poser sur une barge en plein milieu de l'Atlantique, j'étais scotché. Voilà. Bon, donc la place prise par les acteurs privés, qui est encore une fois, là je le mets à l'appui de ma thèse de cette manière, c'est aussi une preuve de la capacité de l'Amérique. Ces entrepreneurs qui ont fait fortune dans des domaines complètement différents, qui se lancent dans ce domaine-là, et puis en plus, et là c'est Elon Musk aussi, cette capacité à jouer de la carte de l'entertainment, la voiture dans l'espace, c'est quand même un coup de génie absolu. Alors, je ne sais pas ce qu'il adviendra du programme lui-même, mais du point de vue de la combinaison entre le spectacle et la technologie, c'est absolument extraordinaire. De même que la première fois que j'ai pris une Tesla, j'étais assez bluffé. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la Chine a investi très tôt sur la démonstration de sa capacité à faire quelque chose à l'Amérique qui fait mal dans l'espace, c'est à détruire ses satellites. Autrement dit, le message, dès 2007, le tir anti-satellite, je ne quitte pas Isabelle des yeux, 2007, un tir de destruction anti-satellite. Normalement, c'est interdit, mais en fait, bon, voilà. La démonstration, c'est ne croyez pas que vos satellites, au cours d'un conflit, vous reposez tellement dessus, eh bien, ça sera des cibles pour nous. Donc, le message a été lancé très tôt. Je ne peux pas tellement aller plus loin. Encore une fois, lisez les livres d'Isabelle Sourbès-Verger, allez à ses conférences, mais je ne m'aventurerai pas trop. Oui, ils avaient tiré sur leur propre satellite. Ah oui, sur leur propre satellite, bien sûr. Démonstration de puissance. Bien sûr. Monsieur l'ambassadeur, désastre, je partage totalement. C'est un désastre absolu, parce que non seulement il n'y a eu aucun résultat vis-à-vis des ambitions affichées de Trump. L'ambition, c'est pas d'aller manger un hamburger, comme il disait en 2016 pendant la campagne, c'est de dire nous voulons dénucléariser la Corée. Donc c'est un désastre absolu, rien ne s'est passé. Mais c'est encore plus grave, puisque aujourd'hui en Corée du Sud, on est dans une logique politique qui est celle du rapprochement vis-à-vis de la Corée du Nord, et on voit un président américain qui dit il va falloir que vous payiez beaucoup plus le stationnement des 47 000, je ne sais plus combien ils sont, soldats américains en Corée du Sud. C'est un désastre absolu, effectivement.
Et ça n'est que le début, puisque Kim Jong-un nous annonce, vous devez suivre ça mieux que moi, mais nous annonce au mois de décembre qu'il considère que maintenant tout ça c'est terminé, qu'il a perdu toute ambition de pouvoir faire un deal avec l'Amérique, et donc il nous annonce des nouvelles armes, de nouveaux essais, etc. Mais en tout cas, Kim Jong-un, de son côté, considère que c'est terminé. De son côté, Trump annonce hier qu'il ne veut plus de sommet. Donc, voilà. Mais j'allais dire qu'il s'en fiche, puisqu'il a la photo, et c'est la photo qui compte. On m'a dit que dans le couloir qui mène à son bureau, il y a 3 ou 4 photos qui sont seulement des photos de sa rencontre avec Kim Jong-un. C'est le symbole qui compte, c'est la photo qui compte. Et je crois qu'il n'ira pas plus loin. Il s'en fiche, sauf si il y a des débris de missiles qui tombent sur le territoire japonais. Alors là, ça pourrait être plus embêtant. Mais je crois qu'il s'en fiche totalement, ce qui est assez grave pour l'avenir des alliances américaines en Asie. Et c'est vrai que, du coup, quand on voit, c'est normal, les Asiatiques regardent comment ça se passe en Europe, et désormais, les Européens regardent aussi ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, sur l'extraterritorialité, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir qu'en France, la résistance et l'opposition, et même le fait qu'on s'élève désormais en disant il est totalement anormal que l'Europe se laisse faire et que nous laissions faire, c'est quelque chose de très consensuel aujourd'hui en France, y compris dans des milieux qui ont plutôt tendance à célébrer l'amitié transatlantique. Donc, est-ce qu'on peut résister nationalement ? Oui. Est-ce qu'on peut résister entre Européens ? Oui, mais il y a quelque chose qui ne changera pas, c'est que du point de vue d'une politique réaliste, quand vous faites $1 000 de bénéfices au Vietnam et 1 million de bénéfices aux États-Unis, que les États-Unis vous interdisent de commercer avec l'un ou l'autre, vous choisissez les États-Unis. Je dis le Vietnam pas totalement, je ne sais pas pourquoi je dis le Vietnam, peu importe le pays. C'est le choix réaliste. Le lendemain des sanctions annoncées, du rétablissement des sanctions contre l'Iran, Total dit OK, moi je quitte l'Iran. Et Emmanuel Macron dit je ne suis pas le président de Total. Et c'est vrai. Et donc on ne peut rien faire pour ça. Mais ce qui me frappe quand même, c'est que la réaction politique est de plus en plus forte, et surtout que c'est quand même quelque chose qui vient de très loin. Tu as connu ça à l'époque des sanctions de Ilsa, je crois, c'est en 97-98. D'ailleurs, premier moment où le gouvernement de Lionel Jospin le gouvernement français avait commencé à s'élever un peu contre ça et à chercher à persuader nos partenaires européens de faire quelque chose. On a cherché à protéger nos industries contre les sanctions extraterritoriales. Ce n'est pas suffisant, et je crains malheureusement que tant qu'on n'aura pas développé des alternatives des à SWIFT et au-delà, ou des systèmes équivalents en Europe. Voilà. Parce que la différence, c'est qu'entre 97 et maintenant, il y avait des menaces. Aujourd'hui, elles sont tombées. Et surtout, il y a un système, y compris de compromis ou de transactions, qui fait que quelque part, c'est le syndrome suédois. On est rentré dans la logique où on recherche l'atténuation de l'application de ces sanctions et non pas la contestation du principe lui-même. Ce que tu appelles le syndrome de Stockholm, appliqué au système financier, c'est aussi le réalisme pur et simple. Mais ça permet de rappeler qu'il y a quand même deux choses différentes. Il y a les sanctions extraterritoriales et il y a le fonctionnement du système judiciaire américain et bancaire, qui est dissuasif avant même qu'une sanction soit... Voilà, mais il y a plusieurs facteurs en jeu ici. Mais le seul choix qu'on a, c'est quoi? C'est de créer un système alternatif à SWIFT. OK, bon courage. Mais le special... Alors, monsieur me demande, le special véhicule, c'est un truc qui a été créé pour l'Iran. Le special véhicule, c'est un acte totalement symbolique, conçu comme tel, et très bien compris comme tel. L'idée, c'était d'envoyer le message politique qu'on ne se laisse pas faire. Mais c'est simplement un message politique et symbolique. Je termine par les terres rares. À ma connaissance, les terres rares sont un problème d'exploitation et pas de ressources. Autrement dit, il y a autant de terres rares aux États-Unis qu'en Chine. Simplement, les mines ont été fermées aux États-Unis parce que c'est cher, ça pollue, c'est dégueulasse à nettoyer. Et c'est une question de coût d'exploitation et de mondialisation du marché. Quand la Chine a commencé à vouloir jouer avec couper le robinet des terres rares, si j'ose dire, au Japon il y a quelques années, en fait, par derrière, ils ont continué à les vendre. Les terres rares, ce n'est pas un problème de ressources. Il y en a partout. Elles ne sont pas du tout rares. C'est un problème de marché, tout
tout simplement. Et d'ailleurs, je crois que les États-Unis ont rouvert pas mal de gisements, ont remis quelques gisements en exploitation. Voilà. Merci beaucoup Bruno, merci pour cette conférence. Merci à toi. Comme toujours passionnante, et on se retrouve lundi prochain avec Aaron Friedberg. Merci encore. Qui sera très bien, je vous conseille.